Et pour évoquer la situation au Proche-Orient avec nous, Bertrand Besançon, nos diplomates français, vous avez été, bonjour, ambassadeur de France au Qatar, en Arabie Saoudite et envoyé spécial du président Emmanuel Macron pour les pays du Golfe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Benyamin Netanyahou dit toujours, à l'heure qu'il est, vouloir débarrasser la bande de Gaza du Hamas. Je vous propose de l'écouter, ce sont des déclarations qu'il vient de faire. Je vous le dis, il n'y aura pas de Hamas, pas de Hamastan. Nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est fini. Nous libérerons tous nos otages et nous éliminerons le Hamas. Nous ferons les deux en même temps. Contrairement à ce que les gens disent, c'est impossible, vous ne pouvez pas les déraciner. Nous les détruirons jusqu'à leur fondation. Comment interprétez-vous ces propos aujourd'hui même comme une fin de non-recevoir à la demande de Donald Trump d'un cessez-le-feu ? Non, je ne pense pas. Le Premier ministre sait parfaitement qu'il ne peut rien refuser au président Trump. Donc, à partir du moment où le président a dit qu'il souhaitait avoir un accord la semaine prochaine, je pense que pour le moment, le Premier ministre Netanyahou cherche à aller jusqu'au bout, faire le travail au maximum, sachant que ça correspond également à ce que souhaite la partie extrémiste de son gouvernement. Donc, il veut montrer que jusqu'au bout, il aura tout fait pour essayer d'éradiquer le Hamas, et qu'ensuite, bon, naturellement, il ne peut pas refuser au président Trump un accord si celui-ci y tient. Lorsqu'il se rendra à Washington en début de semaine prochaine, d'ici là, ça veut dire quoi, faire le travail ? Ça signifie qu'il va continuer les bombardements tels qu'on les voit aujourd'hui et qu'il tâchera d'aller le plus loin possible pour vraiment essayer, à la fois de libérer les otages si c'est possible, parce qu'évidemment il en aurait un gain politique, mais surtout essayer de faire en sorte qu'il y ait que des caches pour les membres du Hamas ou que tout ceci soit au maximum éliminé, éradiqué. On sait ce qu'il reste des capacités militaires du Hamas aujourd'hui ? Non, on ne le sait pas particulièrement, mais on sait qu'ils ont quand même recruté de nouveaux membres, ne fût-ce que parmi les membres des familles qui ont des victimes. Maintenant, pour ce qui est de leur matériel, je suppose qu'ils ont également dissimulé et qu'ils ont encore dissimulé une partie de leur arsenal, mais ils y sont extrêmement affaiblis. La seule chose, c'est que le Premier ministre israélien veut montrer d'abord à sa partie du gouvernement la plus extrême et également qu'il est allé jusqu'au bout de sa logique en éradiquant le Hamas, c'est-à-dire qu'il veut proclamer, entre guillemets, sa victoire. D'autant plus qu'il sait qu'à partir d'un moment, quand le président Trump lui demandera d'arrêter, il sera obligé de le faire. On sait parfaitement que l'État d'Israël est quand même très dépendant de l'assistance militaire et financière des États-Unis. Et on voit bien que le président Trump, pour le moment, après avoir eu un succès, si je peux dire, avec le cessez-le-feu en Iran, veut montrer maintenant qu'il est un faiseur de paix, qu'il faut arrêter la guerre à Gaza, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il sait très bien que dans sa propre opinion publique, il y a une forme de dégoût. Enfin, des gens sont quand même choqués par le carnage qui est en cours à Gaza et aux États-Unis même. Oui. Bon, on sait aussi que son opinion publique, on a un peu marre des engagements militaires dans la région. Oui. Et puis, il y a d'autres aspects. Il y a aussi le fait que le président Trump se veut faiseur de paix et donc il aimerait beaucoup pouvoir parvenir maintenant à l'extension des accords d'Abraham. On voit les pressions qu'il fait sur la Syrie et sur le Liban. Et puis, surtout, il voudrait parvenir à un accord avec les Saoudiens pour avoir une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il a renoncé, d'après vous, à son projet de déplacer les 2,5 millions de Palestiniens hors de Gaza ? J'ai l'impression que plus personne n'en parle réellement, ni réellement de la proposition du président Trump qui était effectivement de transformer ça en Riviera. Enfin, tout ceci paraît quand même assez farfelu. Donc je pense que ces aspects-là ne sont plus là. En revanche, c'est vrai que le plan arabe, on ne le voit pas réellement mis en œuvre. Proposé par l'Égypte. Par l'Égypte, oui. On ne le voit pas réellement mis en œuvre. On sait très bien. Il faudrait une autorité palestinienne ou une force internationale capable sur le terrain de le mettre en œuvre. Et donc, il y a des discussions qui sont en cours et qui vont se continuer à Washington entre le président Trump et M. Netanyahou qui portent sur les différents problèmes qui sont à résoudre. C'est-à-dire, qui est-ce qui va gouverner Gaza ?
Est-ce que ce seront, par exemple, des États arabes qui le feront de façon temporaire? Oui. Comment est-ce qu'on traite la question de la Cisjordanie, puisqu'on sait qu'il y a une volonté d'annexer, mais que ça pose naturellement des problèmes? Enfin, il y a toute une série de problèmes. Est-ce qu'un gouvernement israélien pourra tenir s'il y a des concessions qui sont faites aux Palestiniens? C'est pas évident non plus. Oui. Donc, si vous voulez, ce sont toutes ces questions qui sont actuellement évoquées entre le président Trump et M. Netanyahou. Et il y a parallèlement des discussions avec, naturellement, les leaders arabes les plus concernés, l'Égypte, la Jordanie et en premier l'Arabie saoudite. Vous évoquiez, Bertrand Besancenot, les rigidités et l'empêchement, même pratiquement, d'une partie du gouvernement israélien à toute forme de concession et à tout le moins cessez-le-feu, celle du ministre à la sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, et du ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Qu'est-ce qui changerait la semaine prochaine qui permettrait à Benyamin Netanyahou de consentir à un cessez-le-feu? Il serait bloqué de la même manière, il perdrait sa majorité. C'est-à-dire, certains disent que M. Netanyahou a récupéré, après l'opération en Iran, une partie de sa popularité. D'autre part, il espère toujours que s'il y a un accord, ça signifierait la libération des otages, ce qui ferait que peut-être, et même s'il y avait des élections, M. Netanyahou serait en mesure, on n'en sait rien en réalité, mais serait en mesure de gagner ces élections. Il serait donc prêt à provoquer un nouveau scrutin pour pouvoir mettre en œuvre ce cessez-le-feu sans être entravé par son actuelle majorité? En tout cas, c'est très clairement le souhait, visiblement, des pays du Golfe, qui ne sont pas sûrs que M. Netanyahou soit le monsieur qui puisse faire un accord de paix. Simplement, si le président Trump impose des règles comme il l'a fait dans le cas iranien, à ce moment-là, ça change la donne. Un dernier mot. Le Hamas, lui, se dit prêt à étudier toute possibilité. On imagine effectivement que dans le contexte actuel, il est très affaibli. Pour autant, c'est lui qui, fin mai, avait fait capoter le cessez-le-feu auquel Israël avait donné son assentiment. Oui, c'est-à-dire, cette fois-ci, je crois qu'il est dans une situation quand même relativement affaiblie, que par ailleurs, il y a quand même des pressions, y compris du côté arabe, et je pense à l'Égypte notamment, pour faire en sorte qu'on essaye quand même de terminer cette guerre et de passer à autre chose. Il ne faut pas oublier que pour le président Trump, il tient particulièrement à ce qu'il appelle étendre l'accord d'Abraham, ce qui ne sera pas le cas parce que les Saoudiens voudront tout à fait autre chose, voudront des choses en échange, bien entendu. Bon, alors que les accords d'Abraham n'ont absolument rien apporté aux Palestiniens. Le MBS, qui sera le futur roi d'Arabie, ne veut pas vendre la Palestine, et donc il est très clair qu'il a mis ses conditions. Lui-même se veut être un monsieur qui fait des relations transactionnelles comme le président Trump, et donc je pense que c'est sur cette base-là qu'en réalité il y aura de vraies discussions. Merci Bertrand Besancenot d'avoir été avec nous pour revenir donc sur ce cessez-le-feu hypothétique, puisque pour l'heure, il ne semble pas, en tout cas, qu'aucune des deux parties n'ait donné son accord au Proche-Orient.